Organismes vivants génétiquement modifiés, les OGM sont une invention révolutionnaire. D'origine végétale ou animale, un OGM est un organisme vivant qui a subi une intervention humaine dans le but de modifier sa composition génétique. La modification génétique est le processus visant à transférer des gènes au sein d'une espèce ou entre différentes espèces. L'objectif est de transférer dans une cellule de l'organisme receveur des gènes prélevés dans un autre organisme vivant. Cette opération est appelée transgénèse et correspond à l'ensemble des techniques visant à introduire de façon stable un gène étranger dans le génome d'un organisme hôte. Depuis les premières civilisations dans la vallée de l'Euphrate, les hommes sélectionnaient les meilleurs plants en conservant leurs semences pour la saison suivante. Cette pratique s'est transmise jusqu'en Amérique. Est venue par la suite la méthode du croisement entre les deux espèces. Au XIXe siècle, cette méthode s'est imposée dans le domaine agricole. La majorité des légumes que nous consommons ont subi ce processus au fil des années. Les premières générations d'OGM étaient cultivées pour améliorer les caractéristiques agronomiques des plants et pour augmenter la résistance des cultures aux herbicides, insectes, maladies et sécheresses. Les deuxièmes générations de cultures génétiquement modifiées ont permis une augmentation de la qualité des aliments et de la biodisponibilité des nutriments. Voyons maintenant les méthodes de fabrication des végétaux et bactéries transgéniques. Pour fabriquer des OGM, de nombreuses méthodes existent. On peut rejoindre celles-ci en deux parties majeures, les techniques de transfert direct et les techniques de transfert indirect. Qu'est-ce que le transfert direct? Le transfert direct consiste en l'introduction d'un gène transporté dans l'ADN de l'organisme à modifier à l'aide de techniques physico-chimiques. Il existe plusieurs techniques de transfert direct, l'électroporation, la micro-injection et la biolistique. L'électroporation. Cette méthode consiste à envoyer des chocs électriques de haut voltage à des protoplastes et de l'ADN sous forme de plasmide. Les chocs électriques déstabilisent la membrane plasmique et engendrent la formation de pores membranaires. Ces pores membranaires attirent l'ADN puis le piège qui celui-ci s'introduit dans le noyau de la cellule. La technique de l'électroporation est possible car l'ouverture des pores dans la membrane du protoplaste est réversible. Tout dépend de la violence des chocs. Le choc électrique ne doit pas être trop violent afin que la membrane puisse reprendre son état initial et se refermer. Aujourd'hui, l'électroporation est la méthode la plus facile à réaliser. La micro-injection. Cette technique est la seconde méthode de transfert direct. Elle consiste à introduire dans un tissu biologique ou dans une cellule de petite quantité de matériel liquide, comme l'ADN, les enzymes, le gène étranger. Exemple, dans les protoplastes, on introduit à l'aide d'une micropipette la cellule d'ADN artificielle contenant le gène à transmettre. Puis, celui-ci peut s'intégrer au génome de la cellule. La biolistique. Cette technique est la plus utilisée des méthodes de fabrication d'OGM. La biolistique consiste à utiliser des microbilles de métal de tungstène enveloppées d'ADN afin de les envoyer à très grande vitesse dans les cellules végétales à modifier. Ces microbilles sont envoyées grâce à un canon à ADN qui permet aux microbilles de traverser la paroi des cellules végétales. En traversant les différentes couches cellulaires, ces billes ralentissent. Quelques-unes des cellules atteintes vont alors intégrer spontanément les gènes dans leur génome. Cependant, le noyau de la cellule intègre l'ADN de façon aléatoire. La biolistique a été ainsi employée sur de nombreuses espèces végétales, comme le blé, le maïs, le riz, le soja, mais aussi le tabac. L'électroporation, la micro-injection et la biolistique sont les trois seules techniques de transfert direct. Il existe différentes techniques toutefois, cependant ce sont des techniques de transfert indirect. Passons maintenant aux techniques de transfert indirect. Les techniques que nous allons voir à présent sont dites indirectes car elles passent par l'intermédiaire des bactéries. Il existe deux techniques de transfert indirect, la transfection biologique et la lipotransfection. La transfection biologique. La méthode de la transfection biologique utilise les propriétés de ces bactéries. C'est une méthode plus naturelle.
Cette méthode se déroule en 5 étapes. Première étape, on introduit le gène d'intérêt dans un plasmide. Pour cela, on utilise différents enzymes, notamment une enzyme de restriction et la ligase. Cette première étape permet d'obtenir un plasmide génétiquement modifié comprenant le gène d'intérêt. Deuxième étape, le plasmide est transféré dans une bactérie. Généralement, il s'agit de l'espèce Escherichia coli, noté E.coli. On utilise les colonies de E. coli transformées afin de préparer le plasmide vecteur. Troisième étape, la sélection des bactéries E. coli qui ont été transformées. Ces bactéries qui ont intégré le plasmide possèdent alors deux gènes, le gène d'intérêt et un gène de résistance à un antibiotique particulier. Les bactéries sont donc placées dans un milieu de culture qui contient cet antibiotique. Les bactéries transformées génétiquement seront les seules à se développer dans ce milieu. C'est ainsi qu'on arrive à les sélectionner. Quatrième étape. Le plasmide, transformé, est intégré dans une plante, à l'aide d'une autre bactérie, Agrobacterium tumefaciens, noté A.tumefaciens. Cette plante possède la capacité à introduire des fragments précis de son ADN dans le génome des plantes. Le plasmide est transféré de E. coli à A. tumefaciens par choc thermique ou par conjugaison. Cinquième étape. On place dans un milieu de culture commun des bactéries A. tumefaciens et un fragment de tissu végétal. Grâce aux propriétés de la bactérie, la partie du plasmide qui contient le gène d'intérêt est transférée dans le noyau de la cellule végétale qu'il intègre alors dans son génome. La dernière étape est alors la régénération de plantes entières à partir de cette cellule. Malheureusement, cette méthode n'est applicable que sur certaines espèces comme le tabac, le colza, la tomate ou la pomme de terre. La lipotransfection. Elle consiste à introduire le gène d'intérêt dans un liposome, une structure sphérique constituée de lipides. Ceux-ci ont la particularité de pouvoir fusionner avec la membrane plasmique des protoplastes, libérant ainsi leur contenu qui est le gène d'intérêt dans le cytoplasme des cellules végétales. Toutefois, très peu de ces gènes parviendront jusqu'au noyau et s'intégreront au génome de la cellule. Avant d'obtenir les OGM connus aujourd'hui, il a fallu réaliser de nombreuses recherches et expérimentations. Nous verrons dans cette partie quelles sont ces découvertes et grandes avancées dans le monde des OGM. En 1971, on assiste à la première synthèse complète d'un gène, technique qui aura plus tard une grande importance. En 1974, c'est Stanley Cohen et Herbert Boyer, deux professeurs en biotechnologie, qui sont les premiers chercheurs à obtenir un résultat positif lors d'une expérimentation de génie génétique. Cette expérimentation consistait à insérer un gène d'un dactylètre africain, qui est un amphibien, dans de l'ADN bactérien. En 1978, on réussit à obtenir une insuline humaine à partir d'une bactérie transgénique, qui est actuellement utilisée pour pallier les problèmes de diabète. En 1983, la vente de l'insuline humaine est autorisée au Canada. Dès 1980, les chercheurs concentrent leurs recherches sur le développement de techniques d'insertion chez les végétaux. En effet, après avoir découvert et maîtrisé la transgénèse d'une bactérie, les chercheurs se demandent s'il serait possible d'appliquer ce principe sur les végétaux afin d'insérer un gène d'intérêt dans l'ADN de la plante, permettant d'améliorer sa résistance, sa croissance ou ses propriétés nutritives. C'est le début de la commercialisation de produits végétaux issus du génie génétique. On assiste par exemple à la commercialisation du premier produit alimentaire modifié par la biotechnologie au Canada et aux États-Unis en 1990, qui visait à remplacer la présure, qui est un élément utilisé pour cailler le lait. On a également l'arrivée de la première pomme de terre issue du génie génétique au Canada entre 1994 et 1995 et de la première tomate transgénique en Amérique et au Canada aux mêmes époques. C'est entre 1996 et 1997 que les premières plantes transgéniques sont commercialisées afin de supporter les herbicides et résister aux insectes. Ce sont le soja Roundup Ready et le coton Bolgar. Les années 90 marquent donc le début de l'apparition des OGM dans notre vie quotidienne et soulèvent de nombreuses questions d'éthique dans notre société.
Les OGM sont omniprésents dans notre société et ont évolué pour s'y adapter. Il serait difficile d'imaginer notre société actuelle privée des OGM. Malgré l'image négative qui plane autour du mot OGM, il est indéniable qu'ils sont source de bienfaits dans de nombreux domaines. Prenons comme premier exemple l'origine des OGM. Ils furent originellement produits pour créer un équivalent de l'insuline humaine à l'aide de bactéries. Cette insuline produite industriellement permettait de traiter le diabète, offrant une solution abordable pour les foyers contre cette maladie. De manière générale, les OGM sont très souvent utilisés dans le domaine thérapeutique, notamment dans la création de vaccins. On peut citer le vaccin contre l'hépatite B qui est très répandu. Certaines études réalisées sur une nouvelle variété de tomates transgéniques pourraient favoriser la lutte contre le cancer grâce aux propriétés antioxydantes accrues de celles-ci. Ces tomates ont été testées sur des souris et on a pu observer une augmentation de la durée de vie de celles-ci. Vient donc les influences sur le domaine agroalimentaire. Grâce aux OGM, l'agriculture a connu un bouleversement. En effet, les organismes végétaux sont devenus résistants aux herbicides et insecticides suite à plusieurs mutations de leurs gènes. De ce fait, on obtient une augmentation de la production via le renforcement des plantes cultivées. Indirectement et à moindre mesure, les OGM permettraient une diminution de l'utilisation des herbicides et insecticides de par leurs caractéristiques, ayant donc un avantage indirect, mais un avantage tout de même sur la santé. De plus, les mutations peuvent permettre d'obtenir un produit plus esthétique et donc plus attirant pour le consommateur, augmentant donc la consommation de produits. Mais les OGM permettent également aux agriculteurs de semer plus tôt et d'utiliser des variétés de haut rendement et à maturation rapide, augmentant leurs bénéfices. Les OGM sont donc essentiels pour les agriculteurs. Sans cette avancée, le rendement serait revu à la baisse, tout comme les bénéfices des agriculteurs. Le domaine agricole étant un marché en pleine crise, les OGM ont pu se faire une place de choix dans cette industrie. Malgré les avancées de l'homme grâce aux OGM, celui-ci rencontre une grande limite qui est la réglementation. Il faut savoir que dans le monde, il n'y a que 25 pays seulement cultivant des OGM en 2009, et seulement 10 d'entre eux réunissent à eux seuls 98% de la superficie mondiale cultivée. Dès 1990, l'Europe a adopté 2 directives concernant les organismes génétiquement modifiés, qui ont été ensuite transposées en loi nationale dans chacun des pays membres. La directive 90-219-CEE concerne l'utilisation d'OGM en milieu confiné, laboratoire et industrie. Elle a depuis été remplacée par la directive 2009-41-CE. La directive 90-220-CEE, abrogée par la directive 2001-18-CE, encadre les expérimentations qui conduisent à une dissémination d'OGM, que ce soit à des fins de recherche ou de mise sur le marché. Une seule plante en Europe peut être cultivée. Il s'agit du maïs MON 810. Seuls 5 pays de l'UE en 2012 cultivaient des OGM: l'Espagne, le Portugal, la Tchéquie, la Roumanie et la Slovaquie. La réglementation en France. La loi numéro 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifiés est un article unique qui déclare que, article 1, la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifiés est interdite. Article 2, le respect de l'interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L.250-2 du Code rural et de la pêche maritime. Ces agents disposent des pouvoirs prévus aux articles L.250-5 et L.250-6 du même code. La France a également une spécialité qui est l'étiquetage sans OGM. La publication d'un décret sur les règles d'étiquetage sans OGM répond à l'article 2 de la loi OGM. Ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Pour les ingrédients d'origine végétale, pour les ingrédients provenant d'animaux d'élevage, pour les ingrédients issus de l'apiculture. Malgré ces interdits de culture d'OGM, il peut y avoir des autorisations d'expérimentation au champ. C'est le ministère en charge de l'agriculture, avec l'accord du ministère en charge de l'environnement, qui délivre les autorisations, après évaluation
du HCB et une information des maires du lieu d'essai et une consultation nationale du public. Malgré des avantages et des applications attirantes, les OGM actuels n'apportent pas que des aspects positifs à la société et à la santé. Des entreprises comme Monsanto, un des plus gros fournisseurs de produits OGM au monde, produisent des OGM ayant des effets non désirés. Des plantes, conçues pour apporter des qualités nutritives qu'elles n'ont pas naturellement, comme le riz doré qui a été modifié pour produire de la vitamine A, présentent le risque de ne plus produire des substances nutritives qu'elles produisent normalement, comme la vitamine E, la chlorophylle, l'acide gibérellique. Un autre effet non désiré concerne la création d'une plante capable de développer un pesticide par elle-même. Le principe est intéressant car l'agriculteur n'a plus besoin d'utiliser de pesticides pour protéger ses plantes. Les problèmes potentiels de cette idée sont qu'elle peut présenter des risques pour l'environnement et la santé. La plante fabrique le pesticide et le largue directement dans le sol par ses racines. Les pesticides sont normalement utilisés pour prévenir un problème ou protéger la plante d'une agression. Ce type de plante OGM en crée en permanence, même en l'absence de problème. Un autre risque est que les pesticides s'accumulent dans les tissus des plantes. Il y a alors des risques pour l'homme qui mangera l'animal qui les mangera. Il n'y a pour l'instant aucune législation et peu de contrôles effectués pour juger la présence d'organismes nocifs pour la santé. Les rares études effectuées se passent dans des laboratoires choisis par les entreprises et elles gardent le monopole de diffuser l'information et choisissent ou non de rester transparentes. Un autre problème est que l'utilisation d'OGM contre certaines espèces provoque une sélection non naturelle. Une faible partie d'insectes possédant une résistance aux OGM pesticides vont proliférer et une espèce entière sera alors modifiée. Par exemple, le maïs MON 810 et le coton BT ne résistent plus aux papillons ravageurs pour lesquels ils avaient été conçus. Les paysans sont alors obligés d'utiliser des pesticides en quantité de plus en plus élevée pour lutter contre les insectes résistants. Nous observons maintenant un phénomène inverse d'insectes qui ravagent les cultures de coton. Ensuite, le risque majeur des plantes OGM concerne les impacts non désirés sur les insectes non nuisibles, sur les plantes avoisinantes, sur la faune et la flore environnante. Depuis les années 1970-1980, les OGM sont utilisés en médecine. Par exemple, l'insuline, une hormone dont le but est de faire passer le sucre du sang dans les tissus, et dont une déficience peut provoquer du diabète, peut être produite par des bactéries génétiquement modifiées. Il y a aussi le vaccin contre l'hépatite B, qui est depuis 1985, produit à partir de levures génétiquement modifiées. Dans le domaine des vaccins utilisés en médecine humaine ou vétérinaire, on retrouve les vaccins atténués, qui sont des virus ou des bactéries inactivées génétiquement de manière à ce que le vaccin stimule le système immunitaire sans provoquer d'infection. D'autres types de vaccins dits sous-unitaires sont des protéines antigéniques virales ou bactéries associées à un adjuvant et produites en laboratoire par des bactéries, des levures ou des cellules de mammifères. Des études visent à produire des vaccins sous-unitaires directement dans des fruits ou des légumes qui pourront être cultivés sur place dans les pays sous-développés où le coût et le stockage est très élevé. De nombreuses contraintes subsistent toutefois avant de pouvoir mettre ce type d'alicament sur le marché. Par exemple, un riz transgénique, appelé le riz doré, produisant du bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, a été créé en 2000 dans le but de réduire le nombre d'enfants atteints de cécité dans les pays pauvres, où les carences de vitamine A sont fréquentes. Les lobbies écologistes et altermondialistes empêchent la commercialisation de ces OGM. En médecine, l'utilisation de modèles animaux pour l'étude des maladies génétiques est très populaire, la souris étant l'animal le plus utilisé. La raison est qu'il existe des ressemblances importantes dans la séquence et dans l'ordre des gènes entre l'homme et la souris. Lorsqu'un ou plusieurs gènes impliqués dans une maladie génétique sont identifiés chez l'homme, il est fréquent de modifier ceux ou ces gènes chez la souris de manière à déterminer si certains symptômes associés à la pathologie humaine apparaissent également chez la souris. Si c'est le cas, nous avons un modèle animal pour étudier une maladie humaine et ses diverses possibilités de traitement. Ainsi, de nombreux modèles souris pour des maladies humaines sont déjà disponibles, comme la sclérose latérale amyotrophique, ou le syndrome de l'X fragile, ou encore l'autisme. Des souris humanisées produisant des tissus ou des organes humains, voire des tumeurs humaines, ont également été mises au point afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces tissus et organes, ou de tester de nouveaux traitements anticancéreux.
D'autres modèles animaux, tels que le poisson zèbre, sont également utilisés en recherche afin de mieux comprendre les maladies génétiques. La thérapie génique est une autre exploitation des OGM en médecine. Encore à l'état expérimental, cette thérapie consiste à remplacer dans un tissu ou un organe un gène déficient et responsable d'une maladie génétique par une version fonctionnelle de ce gène. Par exemple, la mucoviscidose, qui résulte d'une mutation dans le gène CFTR, est caractérisée notamment par une accumulation de mucus au niveau des voies respiratoires. Des projets visant à restaurer les fonctions pulmonaires en introduisant une copie intacte du gène CFTR dans les cellules pulmonaires par l'intermédiaire d'un virus modifié génétiquement, par exemple, sont en cours d'étude. Les OGM sont-ils une clé pour l'environnement? Nous verrons d'abord les bénéfices potentiels puis ensuite les risques potentiels. La plupart des études scientifiques cherchent à mettre en évidence les risques potentiels dus aux OGM, mais d'autres mettent en évidence la possibilité de bénéfices tels que la réduction de l'utilisation des insecticides, des pesticides moins toxiques, la réduction des gaz à effet de serre et la diminution de l'érosion des sols. La réduction de l'utilisation des insecticides. Une étude sur l'impact du coton BT résistant aux insectes indique qu'en 1999, les agriculteurs chinois ayant adopté des variétés BT ont utilisé en moyenne 10 kg par hectare d'insecticides contre 58 kg par hectare pour d'autres agriculteurs ayant cultivé des variétés non transgéniques. Des pesticides moins toxiques. Les pesticides associés aux cultures OGM offriraient des avantages comparés aux produits utilisés dans les champs de culture traditionnels, tels que la dispersion rapide dans l'air, pour se retrouver par la suite uniquement en quantité inactive dans le sol, un faible potentiel de contamination de l'eau et la toxicité plus faible pour les mammifères. Parlons du quotient d'impact environnemental QIE. Le QIE quantifie l'effet d'un herbicide sur différents éléments de l'environnement, permettant ainsi de comparer diverses stratégies de désherbage. Il est calculé à partir de données sur la toxicité de l'herbicide et sur le comportement de celui-ci dans le milieu. La réduction des gaz à effet de serre. Les cultures OGM participent considérablement à la réduction des gaz à effet de serre. D'après l'ISAA, au cours de la seule année 2013, la plantation de cultures génétiquement modifiées a donné lieu à une réduction de 28 milliards de tonnes des émissions de gaz carbonique, ce qui est l'équivalent au retrait de la circulation de 12,4 millions d'automobilistes pendant un an. 90% de la baisse de ces émissions sont imputables à la séquestration du carbone dans le sol. Cette séquestration est liée aux techniques de conservation des sols facilitées par la culture de variétés génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides. La diminution de l'érosion des sols. Une étude menée pendant 5 ans, de 1996 à 2001, auprès de 450 cultivateurs américains de soja, a démontré que les plantes OGM permettent le développement de techniques culturales sans labour, qui génèrent une réduction de l'érosion des sols de l'ordre de 90%. Pour 63% des cultivateurs, l'introduction des variétés de soja transgéniques tolérantes à un herbicide a favorisé, en premier lieu, l'essor de ces techniques sans labour. Parlons maintenant des risques potentiels. Les études scientifiques qui rapportent les risques potentiels pour l'environnement ont tendance à parler des mutations génétiques et des effets non désirés. Les mutations génétiques. Le transgène est présent dans l'ensemble des cellules d'une PGM. Il est donc présent également dans le pollen. Le pollen voyage par le biais du vent ou par le biais des insectes pollinisateurs. Ce phénomène naturel, la pollinisation croisée, peut entraîner une dissémination du transgène. Selon les plantes et les régions agricoles, les possibilités de croisement sont
sont plus ou moins larges. Conséquence de cette contamination, une plante génétiquement modifiée qui tolère un herbicide peut transmettre cette tolérance à des plantes de la même famille. Ainsi, les plantes mauvaises herbes acquièrent progressivement une résistance à ces herbicides. Depuis 1990, le nombre de personnes en situation de sous-alimentation diminue mais reste tout de même énorme. En 2016, c'est presque 11% de la population mondiale qui est touchée. D'ici à 2050, on prévoit 10 à 12 milliards d'habitants sur notre planète, soit près 1,5 fois plus d'habitants. La question de l'alimentation de la future population mondiale est donc au centre des débats. Les OGM pourraient-ils répondre à ce problème ? Si on prête attention à la répartition des personnes en condition de sous-alimentation dans le monde, on s'aperçoit que c'est le continent africain ainsi que le Moyen-Orient qui sont les plus sévèrement touchés. En connaissant le taux de natalité et la croissance démographique élevée de ces régions, il est certain qu'elles accueilleront une grande partie de la future population mondiale à venir. Elles joueront donc un rôle important dans le futur de notre planète. Les OGM semblent, dans un premier temps, être la solution propice à ce problème. Connaissant le pouvoir du génie génétique sur les plantes et leurs gènes, il serait possible d'imaginer une nouvelle espèce pouvant supporter les conditions climatiques de ces régions. La science a déjà permis l'obtention d'espèces végétales optimisées pour la production à grande échelle et à intervalles réduits. Si l'on parvient à pallier la contrainte du milieu, les espaces possiblement aménageables offriraient une vraie réponse à notre problème. De plus, la culture nouvelle dans ces régions permettrait aux populations locales de s'enrichir et de répondre au problème de la sous-alimentation. Cependant, en s'intéressant aux réelles causes de la sous-alimentation, on peut se demander si les OGM n'auraient pas l'effet inverse. En réalité, la sous-alimentation naît de l'organisation hasardeuse des ressources par les hommes. On peut citer les guerres et les conflits difficiles de certaines régions, comme le Kenya. On remarque que le gaspillage alimentaire et les infrastructures défaillantes représentent 50% de la nourriture perdue. Par infrastructure défaillante, il faut entendre l'organisation de l'agriculture mondiale. Celle-ci pousse certains pays à exporter leur production agricole alors que leurs populations sont en situation critique, comme en Inde ou en Afrique centrale. Ou encore à favoriser la compétitivité entre les pays, poussant les plus petits agriculteurs à intégrer une structure qui les délaisse pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On observe également un problème au niveau de l'élevage. C'est 44%, soit près de la moitié de la production de céréales qui est destinée à nourrir les bêtes. Au vu de ces critères, les OGM ne semblent pas être le remède miracle. En théorie, ils le sont, mais la pratique l'emporte. Il faudrait voir les OGM comme une alternative et non comme une issue. Malgré tout, les OGM pourraient aider à résoudre le problème de sous-nutrition. Dans un monde où l'homme parvient à apprivoiser son plus grand prédateur, qui n'est autre que la communication, les OGM pourraient se faire une nouvelle place dans cette société justement organisée. La découverte des organismes génétiquement modifiés a bouleversé notre société dans de multiples domaines, agricoles, économiques ou médicaux. Leurs effets sur l'environnement et la santé soulèvent des questions d'éthique. Leur développement et leur utilisation impliquent des responsabilités. Ils sont une facette importante de la société actuelle et utilisés à bon escient, ils seraient une alternative essentielle pour répondre aux problèmes d'alimentation et de santé de l'homme.